suis très heureuse d'être ici et de pouvoir partager avec vous quelques considérations d'arrière-fond en quelque sorte, des questions que l'on peut se poser, que peut-être vous commencez à vous poser quand on s'interroge sur le choix des sujets de recherche, que ce soit au niveau individuel. Un certain nombre d'entre vous, vous êtes dans une ENS, donc un certain nombre d'entre vous vont faire de la recherche, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc on peut se poser la question du choix de sujets de recherche au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et là, on touche à toutes les questions de pilotage thématique de la recherche. Et à nouveau, un certain nombre d'entre vous seront, peut-être plus tard dans votre carrière, impliqués au niveau collectif dans ces choix, ces grandes orientations. Alors ces considérations, vous allez le voir, elles vont être de deux natures. D'une part politique et d'autre part épistémologique, comme le titre y fait explicitement référence. Alors, pour commencer, je commence par le rappel d'une évidence ou d'une banalité qui caractérise nos sociétés contemporaines et qui est le fait que la science est au cœur de la plupart des projets de développement de nos sociétés. Je ne vous apprends rien, rien de nouveau sous le soleil. C'était déjà une motivation très forte pour financer la recherche dès l'après-Seconde Guerre mondiale. Là, vous avez une citation de Vannevar Bush, qui était un personnage extrêmement important qui a façonné la politique scientifique américaine pendant le projet Manhattan et après, qui a écrit un traité que je vous conseille très vivement. C'est peut-être le grand traité de philosophie, le grand traité de politique scientifique du XXe siècle, Science and Endless Frontier, 1945. En fait, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Roosevelt lui demande... C'était juste avant qu'il meure. Le président Roosevelt lui demande « Ok, on a gagné la guerre, le projet Manhattan, etc. Qu'est-ce qu'on fait maintenant du financement public de la recherche? Comment le gouvernement, comment on dépense l'argent public ?» Vannevar Bush répond dans ce traité-là et rappelle que le progrès scientifique est une clé essentielle de notre sécurité en tant que nation, de l'amélioration de notre santé, de l'augmentation du nombre d'emplois, d'un niveau de vie plus élevé, de notre progrès culturel. Bref, c'est utile à tout. Et vous avez donc là l'affirmation d'une vision qu'on appelle utilitariste de la science. Et c'est ce qui fait sa valeur, je vais y revenir. On est toujours très largement, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, plus que jamais dans ce régime-là, dans cette centralité de la science. Et ça, c'est relativement récent dans l'histoire des sciences. Mais pas mal de choses ont changé depuis 1945 et on a un certain nombre de sources d'insatisfaction à l'égard de la science. Et j'aime bien mettre en avant cet éditorial de Nature, du coup, qui date de 2017, et qui s'appelait Beyond the Science Bubble. Et qu'est-ce que cet éditorial de Nature soulignait? Eh bien, il soulignait, je vous laisse lire les citations, il soulignait un écart qu'on peut regretter. Il soulignait un écart entre ce que produit la science, donc l'agenda de la science moderne, ce que produit la science, et le besoin de certaines composantes de la société, de millions et de millions de gens, pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Et donc c'était un appel en bonne et due forme, donc qui vient des communautés scientifiques, pour autant que Nature reflète les communautés scientifiques, que la science, l'agenda de la science, doit se préoccuper un tout petit peu plus de répondre directement à des besoins de la société. Vous voyez, c'est la deuxième citation. Alors, autrement dit, c'est un appel à une science plus directement soucieuse de son utilité sociale. Des choses qui ont aussi changé depuis 1945 et Vannevar Bush, c'est qu'assurément, tous les sondages d'opinion convergent pour montrer que, certes, la science reste objet de confiance. Les scientifiques, les comités scientifiques sont toujours sur la marche la plus haute du podium quand on demande aux gens à qui faites-vous confiance pour avoir des connaissances fiables sur le monde. Donc ça, c'est toujours là. Mais le soutien est plus conditionnel, il est plus nuancé. Pourquoi? Parce que, et ça c'est un contraste avec l'époque de Vannevar Bush, l'idée que la science fasse autant de bien que de mal l'emporte aujourd'hui dans ces sondages d'opinion sur l'idée que la science fait plus de bien que de mal. Et vous avez donc, sans surprise, une demande accrue de prise de responsabilité à l'égard des scientifiques, à l'égard des comités scientifiques. Et vous avez ce vocable qui fleurit, qui devient un buzzword de science responsable. Alors il n'y a pas que la science qui doit être responsable, mais en tout cas la science doit aussi l'être. Et c'est un vocable qui se retrouve sans surprise dans le discours, la rhétorique par exemple de la communauté européenne, avec la notion de Responsible Research and Innovation. Et quand vous lisez la définition de cette notion de recherche responsable ou de recherche et d'innovation responsable, vous voyez qu'on retrouve
hein, c'est la partie en gras dans la citation, vous voyez qu'on retrouve ce souci, j'ai pas mis attendez, j'appuie sur, comme ça je vois combien de temps je parle. On retrouve ce souci de faire en sorte que ce qui est produit par la science en termes de connaissances et d'innovation, eh bien, corresponde ou réponde davantage, soit davantage aligné avec les valeurs, les besoins et les attentes de la société. Tout ça est évidemment très général, mais ça donne un focus sur cette notion. La science a davantage de comptes à rendre et doit être responsable dans ce sens-là. Alors, quand on parle de science responsable, aujourd'hui, ça renvoie souvent à 3 catégories de considération, 2 dont je ne vais pas du tout parler aujourd'hui, mais c'est juste pour clarifier la chose. Donc, quand on parle de recherche responsable, au minimum, on parle de recherche intègre. Donc, c'est toutes les questions d'intégrité scientifique, de déontologie que je ne vais pas du tout aborder. Ça peut renvoyer aussi à ce qu'on appelle l'éthique de la recherche, et notamment à toute la réglementation, tous les processus réglementaires qui encadrent les méthodes, ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire dans un laboratoire, hein, en sciences sociales, en sciences expérimentales, etc. Et puis ce dont je vais parler aujourd'hui, hein, cette recherche responsable, elle renvoie à la notion de responsabilité politique que nous avons, nous, le monde académique, les communautés scientifiques, vis-à-vis d'autres composantes de la société, dans cet effort, hein, de réduire l'écart entre ce qui sort de notre monde académique et ce dont la société a besoin. Alors, mon exposé aura 2 temps. Donc, c'était le titre de la tribune du collectif Efficience dans le monde. Je ne sais pas si le collectif avait choisi le titre ou si c'était Le Monde qui l'avait fait. Donc, alignons notre pratique scientifique sur les enjeux impérieux de ce siècle. Et donc, l'hypothèse de travail dans cette petite présentation que je vais vous faire, c'est que pour s'interroger sur les résistances, les sources de résistance possibles à cet appel, à une science donc, davantage alignée sur les besoins de la société, eh bien, on peut la saisir en se rebranchant en quelque sorte sur une question qui est assez étudiée, qui est la question normative, hein, des limitations qu'on peut envisager à la liberté de recherche, ou plutôt à l'autonomie de la recherche, hein, qui est une question qui est très présente et à juste titre dans les débats publics. Et donc, dans un premier temps, je vais plutôt être dans le registre de considération politique et poser une question qu'il faut toujours se poser quand on se pose la question de l'engagement en sciences. On veut s'engager de telle ou telle manière, etc. Mais ça présuppose d'avoir, implicitement ou explicitement, en tout cas d'adhérer à une certaine vision de ce que sont aujourd'hui les attentes légitimes au regard de la science. Elles pouvaient être différentes en 1945, elles étaient évidemment différentes à l'époque de Newton ou de Darwin, par exemple. Donc ça, c'est le premier temps. J'espère, je vais être un peu général, pas trop, vous me pardonnerez, hein, c'est le défaut de la philosophie, mais non. Et dans un deuxième temps, je parlerai de considérations épistémologiques, vous l'avez évoqué, c'est-à-dire l'appel à des notions de fécondité, qu'est-ce qu'on fait de l'imprévisibilité de la science, comment la science peut répondre à des objectifs bien définis, si en même temps elle est imprévisible. Enfin, on va regarder toutes ces tensions-là. D'accord ? Alors, d'accord, vous n'avez pas trop de choix, donc je continue. Ok, donc quand je vais parler d'autonomie dans cette intervention, quand je vais parler d'autonomie, juste pour clarifier les choses, je vais parler d'un sens de l'autonomie qui est cette question de liberté de choisir ses sujets de recherche contre un pilotage thématique très fort de la recherche. Je vais parler essentiellement de cela quand je parlerai d'autonomie, mais il faut avoir en tête que la notion d'autonomie renvoie à d'autres dimensions qui sont sans doute beaucoup plus consensuelles. C'est-à-dire qu'on ne trouve personne aujourd'hui pour défendre, hein, si j'aurais besoin d'un pointeur, bon, pour défendre, bon, bref, non, vous voyez Lysenko, donc pour défendre, personne ne défend aujourd'hui, en tout cas publiquement, le fait qu'il faille interférer, que des pouvoirs économiques, politiques ou je ne sais, interférer à l'intérieur même de la production de connaissances pour impacter la conduite même de la recherche ou les résultats d'une enquête scientifique. Donc ça, on est tous d'accord, pas d'interférence de pouvoir extérieur, et le repoussoir absolu, c'est Lysenko, la figure de Lysenko, qui a mis la biologie à l'époque soviétique sous Staline complètement à la botte de l'idéologie politique dominante à l'époque. Donc il ne s'agit pas de cela. Autonomie, on est aussi très attaché à l'autonomie comme autorégulation. On est toujours dans un régime très largement, en France et en Europe, d'auto-administration. Tout se passe entre pairs, ça c'est depuis Merton. Et puis
c'est peu présent en France, mais on peut défendre l'autonomie de la recherche au motif qu'il existera un droit à la recherche, un droit de suivre sa curiosité naturelle pour faire de la recherche sur les sujets qu'on choisisse. Moi, je vais me concentrer sur la partie en bleu. Autrement dit, la question, c'est quel degré d'autonomie est souhaitable épistémologiquement et politiquement dans nos sociétés démocratiques. Et la question d'arrière-fond, j'insiste là-dessus, il me semble qu'on ne peut pas faire l'économie de se poser cette question, et selon comment on se positionne sur cette question-là, qu'est-ce qui fait la valeur de la science aujourd'hui dans nos sociétés démocratiques, ça peut paraître un peu abstrait, un peu hors sol, mais selon comment on se positionne sur cette question-là, eh bien on peut justifier telle ou telle forme d'engagement, ou au contraire justifier l'idée que la science n'est pas là pour répondre à des besoins sociétaux, mais est là pour produire des connaissances, quelle que soit l'utilité qu'on peut en apprendre. Donc je voudrais revenir à des considérations un petit peu basiques sur cette question toute simple, mais qui, encore une fois, me semble vraiment en arrière-fond des types d'engagement qu'on peut défendre. Alors, il y a une tension traditionnelle et qui est toujours très vivante aujourd'hui, on le voit dans le débat public, une tension traditionnelle entre deux visions des objectifs de la science. Donc, une vision qui remonte à l'Antiquité, là vous reconnaissez Aristote et Platon, je ne sais plus lequel est lequel, mais en tout cas c'est une vision désintéressée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce qui fait la valeur de la science? Ben, c'est la production des connaissances en elle-même. Et que ces connaissances soient utiles ou pas, c'est un bonus, mais ce n'est pas ce qui fait la valeur de la science. Donc c'est une connaissance désintéressée en ce sens-là. Et puis vous avez, au tournant du XVIe, XVIIe siècle, avec la figure de Francis Bacon, vous avez l'émergence d'une vision utilitariste de la science, c'est-à-dire qu'est-ce que dit Francis Bacon, et c'est le fondement aussi de la Royal Society en Angleterre, hein, si vous lisez les statuts de la Royal Society, c'est déjà qui est la première grande société savante de l'époque moderne, vous avez une vision utilitariste, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la valeur d'un processus de production de connaissances? C'est pas produire des connaissances pour le plaisir de produire des connaissances, mais c'est produire des connaissances parce que ça nous permet d'agir sur le monde, de faire des choses. Donc une vision utilitariste qui remonte, vous voyez, au tout début de la science moderne, de l'apparition de la science moderne au début du XVIIe siècle. Cette tension, elle est toujours là, et j'ai pris cette citation d'un chimiste réputé, Sir Cadogan britannique, donc dans un manifeste qui est aussi signé donc, il y a quelques années, mais les choses n'ont pas tellement changé, par 41 membres de la Royal Society. Et donc là, je vous laisse lire cette citation. Donc là, vous voyez, voilà, donc c'est vraiment cette tension. Alors, est-ce qu'on nous donne de l'argent pour suivre notre curiosité naturelle ou est-ce qu'on doit nous donner de l'argent pour, eh bien, vous voyez, répondre, s'occuper de tout un tas de défis sociétaux, comme on dit aujourd'hui. Alors, là, la tension, là, évidemment, quand Sir Cadogan écrit ça, c'est pour défendre la deuxième partie, c'est-à-dire pour défendre le fait que suivre sa curiosité pour produire des connaissances, et c'est tout, a une valeur en soi qui mérite du financement public. Il y a d'autres, si vous regardez une autre, par exemple Richard Feynman, donc prix Nobel de physique, hein, qui a écrit un article tout à fait intéressant que je vous conseille en 1955, mais qui n'a pas tellement pris de ride, qui s'appelle The Value of Science. C'est assez gros, ouais, c'est bon? Ouais, c'est pas assez gros. Bon, excusez-moi, ça va ou Bon, ok. Alors là aussi, je vous laisse le lire. Je vous épargne mon accent anglais, surtout les parties en gras. Ok, donc là qu'est-ce que vous voyez? C'est une défense... une revendication de ne pas se préoccuper de questions qui sont directement branchées à des problèmes sociétaux, comme on dirait aujourd'hui. Pour quel motif? Donc un motif un peu différent de simplement défendre le plaisir de suivre sa curiosité naturelle. Hein, c'est pas ce que dit Richard Feynman en 1955. Ce qu'il dit, alors pour reprendre les deux arguments, vous pouvez défendre l'idée que la responsabilité au sens d'utilité directe pour la société, répondre à des problèmes, n'est pas une attente légitime à l'égard de la science. Pourquoi?
Bon, les scientifiques devraient rester libres de suivre leur curiosité. Après tout, c'est peut-être pour cette raison, je ne sais pas vous, on pourrait faire un sondage. Pourquoi est-ce que, si vous vous engagez dans une carrière de recherche, quelle est au fond votre motivation individuelle, première pour faire de la recherche? Est-ce que c'est pour dans ce face-à-face avec le monde, les phénomènes à découvrir, et c'est ça qui vous fait lever le matin pour aller dans votre laboratoire? Que fait-on de cet élément qui est une réalité psychologique et sociale incontournable? Et on est recruté, c'est vrai, quand on est recruté, que ce soit au CNRS, le CEA c'est un peu différent à l'université, on nous demande pas si on a envie de servir des besoins sociétaux et comment on s'y prendra, est-ce que c'est important pour nous? Non, on ne nous demande pas ça. Parce que au moment des recrutements, ou quand on est dans des comités de recrutement, il faudra en parler, on est plutôt jugé sur cette espèce de face-à-face qu'on a avec le monde et dont on a envie de percer les mystères et comment on s'y prend. L'autre argument qu'il y avait dans la citation du physicien Richard Feynman, c'est de dire, bon, indépendamment de la première considération, c'est de dire, ne nous demandez pas ça parce qu'on n'est pas bon à le faire. Hein, on n'est pas bon à le faire. Pourquoi? Et ça renvoie, si certains d'entre vous ont croisé déjà le grand philosophe et historien des sciences Thomas Kuhn, qui a une défense extrêmement argumentée, du fait qu'il vaut mieux en science se traiter d'énigmes internes à des champs scientifiques. Pourquoi? Parce qu'on a plus de chances de les résoudre que si on s'occupe de problèmes qu'on n'a pas définis soi-même à la lumière de la dynamique et des contraintes d'un champ disciplinaire dans lequel on évolue. Okay? Très bien, on pourra rediscuter de la validité de ces deux considérations. Et est-ce qu'elles l'emportent sur des considérations politiques? On pourra en reparler. Le point suivant, c'est qu'il y a une façon de s'en sortir, c'est-à-dire de gagner sur les deux tableaux, qui est de dire, oui, pas de problème, la science doit être directement utile à la société, c'est une attente, excusez-moi, il ne faut pas que je gesticule trop, c'est une attente légitime, ok, on est en 2022, il y a plein de problèmes à résoudre, c'est une attente légitime, mais pour autant, la meilleure façon de remplir cette attente, c'est de nous laisser, nous les chercheurs, libres de suivre notre curiosité. Et là, vous savez, vous retrouvez Vannevar Warbush dans ce texte que j'ai déjà évoqué. Donc la première citation, on l'a déjà vue au début, mais la deuxième citation est la suivante. Le progrès scientifique, donc cette vision utilitariste de la science, n'est pas en tension avec l'autonomie. Au contraire, l'autonomie de la science est une condition pour rendre la science vraiment utile à la société. Donc là, c'est super, hein. Donc le progrès scientifique résulte du jeu libre des esprits qui travaillent sur des sujets de leur propre choix, guidés par leur curiosité à explorer l'inconnu. Et donc Vannevar Warbush, le conseiller scientifique du gouvernement américain, écrit « La liberté de recherche doit être préservée dans toute forme de soutien gouvernemental de la science. » Et ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce fameux modèle en cascade ou modèle linéaire du contrat social de la science, qui est encore très présent dans les débats publics, est une sorte de paradis perdu, enfin, paradis perdu qui n'a jamais vraiment existé, mais enfin, on est dans des figures types idéalisées, hein, on va s'en contenter. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce modèle, dans ce contrat social de la science? Alors, que doivent faire ceux qui tiennent les cordons de la bourse? Donc, on va dire le politique d'une façon indifférenciée. Eh bien, on doit injecter de l'argent massivement dans la recherche. Pourquoi? Parce que, et laisser la science autonome, s'autoréguler, choisir ses sujets de recherche, s'autoréguler, entre pairs, etc. Et il ressortira de la science tout ce dont on a besoin. Alors, Vannevar Warbush ne parlait pas en ces termes, mais de connaissances, bien sûr, mais d'innovation, et on rajouterait aujourd'hui d'expertise. Hein. Donc ça, tout le monde est content avec ce modèle. Tout le monde est content. Pourquoi? Parce que les scientifiques, nous, on reçoit plein d'argent et on fait ce qu'on veut et c'est utile à la société, donc on coche toutes les cases. Le monde politique n'a pas trop à se casser la tête de savoir comment il doit piloter la recherche, il suffit d'injecter de l'argent pour qu'il en ressorte. Et puis les autres composantes de la société, elles récupèrent de l'innovation, des expertises, donc c'est un peu le monde parfait. Alors pourquoi ce modèle qui a été très structurant après la Seconde Guerre mondiale, et pas seulement aux États-Unis, on s'en est très largement écarté aujourd'hui, hein, peut-être vous l'avez remarqué, en tout cas c'est très très net, parce que derrière ça, en fait, historiquement, il y a deux conceptions en compétition et qu'ils sont encore aujourd'hui, notamment quand vous défendez la recherche fondamentale. Donc vous avez deux conceptions historiquement en compétition sur la façon dont la science doit être gouvernée pour être utile à la société.
Donc, une première conception, c'est ce dont on vient de parler, c'est cette idée, donc c'est le modèle en cascade que je viens d'évoquer. Donc, on doit financer la recherche, et en particulier la recherche fondamentale. Pourquoi? Parce qu'on va remplir un réservoir de connaissances en suivant la curiosité, en suivant la dynamique propre des champs scientifiques. Et puis, de ce réservoir de connaissances, eh bien, il sortira, mais ça on ne peut pas le prévoir, il sortira des choses tout à fait utiles à la société. Et l'exemple type, qui est toujours pris dans toute tribune, ou quasiment toute tribune qui va se positionner sur la question de la recherche fondamentale versus la recherche pilotée, c'est l'exemple incontournable, l'exemple du laser, parce qu'effectivement, le laser, c'est historiquement indiscutable. Qui aurait pu penser au début du XXe siècle, quand on a développé la mécanique quantique, qu'il en sortirait, alors je ne sais plus si c'est 50 ou 60 ans après, le laser, on me dirait 60 ans après, le laser présent partout, etc. etc. Okay, donc là, derrière ça, vous avez donc c'est vraiment Vannevar Bush, parce que je n'y reviens pas, et puis vous avez aussi une vision linéaire du rapport entre science et innovation qui est aussi largement remise en question. Et puis, donc ce modèle-là, il est en compétition, et il a très largement perdu du terrain au regard d'un autre modèle qui est de dire non, la science doit être orientée directement pour répondre à des besoins spécifiques de la société. Et là, vous retrouvez toutes ces... Et donc, ce qui veut dire limiter l'autonomie de la recherche dans le choix des priorités, dans le choix des sujets. Limiter l'autonomie de la recherche, grande priorité. Alors, vous me direz, oui, les défis sociétaux, c'est tellement large qu'on peut presque tout mettre dedans, mais parfois, c'est pas aussi large que ça. Et donc, et on peut tout à fait assumer d'avoir un pilotage thématique fort et très spécifique, qui est donc, vous le voyez, en contraste avec l'autre modèle. Alors, pour plein de raisons, donc la question en fait qui se pose, c'est il y a une question politique qui se pose, et une question, je passe à ma diapo suivante, si on constate, et c'était ce qu'on constatait l'éditorial de Nature et bien d'autres prises de position, si on constate que ce modèle en cascade de Vannevar Bush, eh bien, il n'a pas donné, il est plus adéquat. Pourquoi? Parce qu'il ne parvient pas à réduire cet écart entre ce qui ressort d'une science autonome et ce qu'attendent les besoins de la société. Et l'éditorial de Nature est explicite là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut plus en 2022, enfin on peut plus aujourd'hui raconter la même histoire, c'est-à-dire laissez-nous remplir un réservoir de connaissances et puis il en ressortira tout un tas de choses utiles, en particulier pour le développement économique. Donc interrogeons-nous quelques instants sur ce déclin du modèle en cascade en termes d'évolution des attentes vis-à-vis de la société. Et là, j'aime bien donner cette citation de Neil Lane, qui était un ancien directeur de la NSF, donc une des principales agences de moyens américaines, la National Science Foundation, qui a été aussi le conseiller scientifique de Bill Clinton pendant plusieurs années, et qui disait, mais en fait, il faut tenir compte d'une évolution des attentes de la société au regard de la recherche. Et ce qui était encore une fois valable peut-être après la Seconde Guerre mondiale ou dans les époques antérieures, aujourd'hui, peut-être que ce n'est plus valable. Et ce que je voudrais mettre en avant, c'est qu'on peut effectivement souligner qu'on voit une évolution vers des attentes qui sont à la fois plus ciblées et plus pressantes. Les attentes d'autres composantes de la société, des gouvernements, encore une fois, pas seulement des gouvernements, mais aussi d'autres composantes de la société, d'organisations, d'ONG, de différentes composantes de la société. Donc une évolution vers des attentes plus pressantes et plus ciblées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors oui, avant de le détailler, et ça, on peut, le fait que la recherche soit soumise à des attentes plus pressantes et plus ciblées, j'aime bien souligner qu'on peut le voir comme le revers de la médaille du succès même de la science. C'est-à-dire le revers de la médaille d'une société de la connaissance où la recherche et l'innovation sont placées, je le rappelais au tout début, c'était la première diapo, sont placées au cœur des projets de développement de la société. Autrement dit, l'idée c'est qu'on ne peut pas gagner sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois revendiquer la centralité
et revendiquer à juste titre la centralité de la science et de l'innovation dans nos sociétés contemporaines, mais en même temps dire laissez-nous vaquer à nos occupations, on remplit le réservoir de connaissances, et puis vous venez voir dans 20 ans ce qu'il en sort. Il me semble que là, on ne peut plus gagner sur les deux tableaux. On peut pas, je veux dire, on ne peut plus tenir les deux en même temps. Et on n'a pas envie de renoncer à cette centralité de la science, et d'ailleurs, on ne pourrait pas, c'est un fait de nos sociétés contemporaines. Et donc, autrement dit, on peut considérer qu'on est passé d'un régime d'offre à un régime de demande. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Régime d'offre, c'est typiquement le laser, c'est-à-dire qu'on remplit un réservoir de connaissances, et puis, donc on met à disposition d'autres composantes de la société des connaissances, et puis ces autres composantes de la société viennent piocher dedans pour retirer ce dont elles ont besoin, faire de l'innovation, de l'expertise, ou tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc on est dans un régime d'offre. Et là, effectivement, dans ce régime d'offre, le modèle en cascade linéaire, tout ça fonctionne très bien. C'est une bonne façon de remplir le réservoir de connaissances. Okay ? Mais on est passé d'un régime d'offre à un régime de demande. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'a pas simplement besoin, dans 30 ou 40 ans, d'un futur laser, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, mais on a des besoins bien identifiés et déjà bien ciblés. On sait, par exemple, ont émergé un certain nombre de problèmes dont on sait que la science, pour lesquels la science a quelque chose à contribuer. Alors, bon, les exemples sont évidemment extrêmement nombreux. Je me souviens plus ce que j'ai mis là. Ça doit être un système de stockage de l'énergie. Là, je vois qu'on a besoin, par exemple, de comprendre les phénomènes de radicalisation dans nos sociétés, côté SHS. On a besoin de vaccins, etc. Bon, la liste est longue. Et ça, ces besoins, ils sont bien ciblés, ils sont là, ils sont pressants. Hein, et donc, on est dans un régime de demande. C'est-à-dire que d'autres composantes de la société vont venir vers nous pour qu'on réponde à ces demandes-là. Et de ce point de vue-là, voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner que les bailleurs de fonds ou ceux qui nous gouvernent, ou des groupes de citoyens, n'attendent pas seulement de la recherche un accroissement des connaissances et plus d'innovation en général, et puis on verra bien dans 20 ou 30 ans si on a un autre laser, ou dans 3 ou 4 ans, ça va plus vite aujourd'hui, mais un accroissement des connaissances et des innovations dans certains domaines bien identifiés et qui sont jugés comme étant pressants. Okay ? Alors, je regarde l'heure, donc je passe là-dessus. Okay. Et donc la question normative centrale, c'est, et ça j'aimerais en discuter avec vous, c'est cette évolution vers des attentes plus ciblées, plus pressantes, hein, qu'on ressent quand on fait de la recherche et quand on est impliqué dans la gouvernance de la recherche, cette évolution vers des attentes plus ciblées, plus pressantes, ce qui ne veut pas forcément dire court-termiste. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a identifié un besoin qu'on pense qu'il peut être résolu en 2 ans, hein, ou en 1 an. Hein, d'ailleurs, le meilleur exemple, le meilleur exemple, je ne sais pas si le mot est adapté, mais si vous regardez la recherche militaire, hein, elle n'est pas court-termiste. Hein, c'est une recherche qui sait investir à très long terme, planifier à très long terme pour répondre à des besoins bien identifiés. Donc, il faut dissocier la notion de besoins pressants et de besoins court-termistes. En tout cas, la recherche militaire est vraiment... ou la recherche... Ok, donc les considérations politiques, j'en ai parlé, donc c'est cette idée que j'ai dit tout à l'heure. Il me semble, on pourra en discuter, il me semble que l'on ne peut pas gagner sur les deux tableaux, la centralité de la science et on doit rester libre de vaquer à nos occupations dans notre laboratoire. Passons maintenant aux considérations épistémologiques. Et là, on va retrouver des notions... ok, donc autrement dit... Dans le premier temps, j'ai donné quelques éléments de réponse, quelques éléments de discussion à quelles formes de limitation de l'autonomie de la recherche sont politiquement légitimes, hein, étant donné les besoins, etc. Okay. Maintenant, on va passer au deuxième et dernier temps de la question, c'est quelles formes de limitation de l'autonomie de la recherche sont épistémologiquement acceptables. C'est-à-dire qu'on ne veut pas limiter l'autonomie de la recherche d'une façon qui serait contre-productive, c'est-à-dire que la recherche serait moins féconde, etc., etc. Donc, enfin, etc., on va voir. Et donc, vous voyez que là, on doit naviguer entre deux écueils. Et c'est tout ce qui fait l'intérêt de ces questions
du point de vue de la philosophie des sciences, mais pas seulement. Donc on doit naviguer entre deux écueils. En tout cas, si vous accordez... Alors, ces deux écueils sont quoi? C'est de réduire ce décalage entre ce que produit la recherche et les besoins de l'ensemble des composantes de la société. On y reviendra à la fin, et pas seulement, par exemple, les besoins de l'industrie, etc. Donc, décalage entre... donc ça, c'est l'éditorial de Nature, ok. Et puis, d'accord, mais il ne faut surtout pas qu'on perde de la fécondité. D'accord? Et donc, il s'agit de naviguer entre ces deux écueils. Alors, évidemment, si vous rejetez d'emblée le besoin de réduire l'écart entre ce que produit la science et les besoins de la société, la discussion s'arrête. Parce qu'on reste dans le modèle en cascade, le modèle de Bush, la discussion s'arrête. Si on se préoccupe de réduire ce décalage, eh bien, il faut naviguer entre ces deux écueils. Okay? Alors, d'où une petite séquence sur un argument qui est très très souvent présent, et à juste titre, dans le débat public, qui est ce qu'on peut appeler l'argument de l'imprévisibilité en sciences. Donc un mot de cet argument. Oui, alors, avant ça, effectivement, on fait souvent un lien entre l'autonomie individuelle et la créativité. Donc là, j'ai mis une citation de Louis de Broglie. Voilà, l'homme a soif de connaître et comprendre, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose, je ne sais pas vous, qu'on ressent en général quand on rentre dans une carrière. Je reviens face à face avec la nature. Que vaut cet argument? Est-ce qu'on est plus créatif quand on est libre de choisir ses sujets? Je ne sais pas comment répondre à cette question empiriquement. Est-ce qu'un chercheur dans une entreprise privée est moins créatif quand on lui pose un problème à résoudre? En fait, je ne sais pas comment répondre à cette question. On pourra en discuter. On a tous des intuitions sur la psychologie des uns et des autres, et moi aussi, j'y échappe pas. Mais si on se pose vraiment de comment avoir un argument un peu plus solide, je ne vois pas trop comment on peut sortir de ça. Par contre, cet argument de l'imprévisibilité, donc ça c'est vraiment une caractéristique culturelle, enfin c'est une composante très forte et à juste titre, une composante très forte de l'image culturelle de la science, c'est que, oui, c'est de la recherche, donc on ne sait pas ce qu'on va trouver. Ça, tout le monde est d'accord, ça c'est sûr. Et ça revient sans cesse, et à juste titre, encore une fois, là vous avez une citation d'Albert Fert, qui a eu le prix Nobel, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2007. Je n'ai pas démarré mes travaux en me disant que j'allais augmenter la capacité de stockage des disques durs. Le paysage final n'est jamais visible du point de départ. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Donc vous avez une mise en avant de l'imprévisibilité de l'enquête scientifique. Et ça, autrement, on ne ferait plus de recherche, on est tous d'accord. Allons un petit peu plus loin de ce simple constat, qu'est-ce qu'on fait de ce constat de l'imprévisibilité de l'enquête scientifique et comment, à partir de ce constat, on développe un argument en faveur de l'autonomie de la recherche et contre un pilotage thématique. Là, c'est les États généraux de la recherche 2004, mais ça revient en permanence dans les débats. Donc là, l'argument de l'imprévisibilité sous une forme assez forte, on est dans les États généraux, une arène politique. Donc jamais une découverte scientifique n'a été obtenue en tentant de résoudre un problème social urgent, et ce n'est pas par hasard. La science ne peut fonctionner qu'en élaborant elle-même ses propres questions, à l'abri de l'urgence et de la déformation inhérente aux contingences économiques et sociales. C'est à ce prix, en passant par des détours parfois surprenants, que certaines questions peuvent, souvent après de multiples formulations, être en partie résolues. Et l'argument massu à la fin, l'électricité n'a pas été inventée en cherchant à perfectionner les bougies. Ça, c'est vrai. Ok. Donc là, vous avez un condensé peu nuancé et historiquement tout à fait discutable, on va y revenir, de l'idée qu'il ne se passe jamais rien de très intéressant quand on cherche à résoudre un problème exogène. On retrouve cela, par exemple, par l'ancien administrateur du Collège de France, donc Alain Prochance. C'était le colloque de rentrée en 2013, Sciences et démocratie, où ces questions-là ont été abordées. Donc là aussi, une forme très, très forte de prise de position. Je qualifierais de lysenquisme rampant l'incitation... Alors là, ça y va fort. Je qualifierais de lysenquisme rampant l'incitation permanente à travers les programmes déclinés en questions sociétales à mobiliser les savants autour de grandes causes industrielles ou humanitaires. Un certain nombre d'exemples démontrent à l'envi que les découvertes récentes les plus porteuses d'espoir pour la médecine ont été faites dans un esprit de pure curiosité cognitive. Citons notamment le phénomène d'interférence à ARN mis en évidence à partir de l'expérience sur la couleur des pétales de pétunia. Je vais y revenir à cet exemple parce qu'en réalité, il montre exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il montre qu'une science inspirée par l'usage peut être tout à fait féconde.
Alors l'argument de l'imprévisibilité, c'est quoi? Vous en avez une forme assez lyrique du côté de la philosophie par Michael Polanyi dans un très beau texte qui s'appelle The Republic of Science, 1962. Je vous conseille très vivement la lecture de ce texte. Et vous voyez ce que dit Polanyi: la science ne peut avancer que unpredictable steps, en poursuivant ses propres problèmes. Donc on choisit soi-même ses sujets de recherche. You can kill or mutilate the advance of science, but you cannot shape it. Okay? Et conclusion, on doit rester libre de choisir ses sujets de recherche. Okay? Donc là, vous avez donc une version très lyrique de l'argument de l'imprévisibilité. Cet argument, on peut essayer de le décortiquer un petit peu, puisqu'il est vraiment central dans les débats publics aujourd'hui sur la réticence à avoir de la recherche pilotée par des problèmes exogènes. Donc l'argument, j'ai pas eu le temps de traduire, excusez-moi. Donc l'argument, c'est extrait d'un article. L'argument, il se résume de cette façon-là. L'orientation, c'est l'idée que les découvertes majeures sont souvent non programmées. Ça, tout le monde est d'accord en sciences. Mais ce qui mérite discussion, c'est la suite, c'est de dire que quand on oriente la recherche par des considérations exogènes, eh bien, c'est épistémiquement contre-productif et vain. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prédire l'imprévisible. Ok? Donc, alors, décortiquons un petit peu cet argument et, en fait, posons-nous la question, comment est-ce qu'on peut tester sa validité? Après tout, c'est un argument qui dit quelque chose de factuel sur la dynamique des sciences. Donc, comment est-ce qu'on peut tester la validité de cet argument qui, encore une fois, est tout à fait central dans les débats publics sur la recherche? Donc la question qu'on pose, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment le cas que quand l'agenda de la recherche est fixé par des considérations exogènes, eh bien, ce qui se passe en recherche est moins favorable, je paraphrase mal en français, ce qui se passe en recherche est moins hospitalier, comme on dit, hospitalier favorable à l'apparition de l'imprévu que lorsque le chercheur est libre et laissé libre de choisir ses sujets de recherche en suivant sa curiosité naturelle. Donc ça me paraît une question empirique. Enfin, il me semble, on pourra en discuter, mais c'est une question empirique. C'est le cas ou c'est pas le cas? Alors, quand on se pose ce genre de questions, le terrain empirique, c'est avant tout l'histoire des sciences. C'est-à-dire qu'on pourrait regarder... on pourrait dire, essayons de regarder... Bon, mais en fait, l'histoire des sciences, le problème, c'est que ça ne nous offre pas de groupe de contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, dans le développement de la gouvernance des sciences, pendant 30 ou 40 ans, on aurait laissé, par exemple, la moitié du CNRS dans un certain mode de gouvernance, et puis l'autre moitié du CNRS dans un autre mode, et puis on regarde 30 ou 40 ans après, où est-ce qu'il y a eu le plus d'inattendus, donc, on ne peut pas le faire, ça. Et donc, on ne peut pas le faire. Donc, il faut avoir d'autres... on n'a pas de groupe de contrôle dans ce genre de choses, donc on ne peut pas avoir cette approche comparatiste de ce type. Donc il faut mettre en avant d'autres considérations sur la nature même de l'enquête scientifique. Et là, donc je vais quand même aller assez vite, je vois que j'ai pas... regarde, il reste quoi, 10 minutes à peu près? Bon, j'accélère? Ouais, ok. Oui, non, mais je ne veux pas vous assommer complètement. Alors, donc, on pourra reparler de alors, quand même. Donc là, il y a deux types d'imprévisibilité, je vais y revenir, mais là, ce dont on va parler, c'est l'imprévisibilité, les choses inattendues qui apparaissent au cours d'une investigation. Hein, qu'elle soit... Donc là, typiquement, vous reconnaissez Fleming et la pénicilline, hein, l'exemple qui cherchait... il laisse... Bon, vous connaissez l'histoire. Là, vous reconnaissez peut-être, et ils sont en tout petits, Penzias et Wilson, deux radioastronomes qui découvrent le fameux rayonnement cosmologique à 3 Kelvin dans lequel baigne l'univers, en faisant tout autre chose, hein, puisqu'ils cherchaient, avec des radiotélescopes, à améliorer la qualité des communications radio-transatlantiques. Donc, projet finalisé et pratique s'il en est, mais en cours de route, je vous passe les détails, découverte du fond cosmologique à 3 Kelvin. Et puis les pétunias, on va y revenir. Les pétunias, c'était l'exemple tout à l'heure de l'ARN. Ok, on va y revenir. Et donc, sans rentrer dans les détails, mais je serais heureuse de le faire lors de la discussion ou si certains sont intéressés, sans rentrer dans les détails, si vous regardez en fait précisément, d'un point de vue épistémologique, dans quelles conditions
quelles sont les conditions plus exactement favorables à la survenue de l'inattendu dans une enquête scientifique? Eh bien, vous pouvez mettre en avant un certain nombre de conditions qui vont être favorables à la survenue de l'inattendu. Donc, je vous laisse les lire, je ne vais pas rentrer en détail, hein, je serai heureuse encore une fois de le faire dans la discussion ou un autre temps. Mais l'esprit général de cette proposition que j'ai pu défendre avec un de mes doctorants dans un article, et dans un article notamment, c'est de dire que, en fait, plus vous êtes dans un contexte de recherche où votre intervention lors de l'expérience est en partie non contrôlée parce que vous n'avez pas le fond théorique suffisant, parce que vous avez, pour plein de raisons hein, que je pourrais détailler, eh bien, ça va être favorable à la survenue de l'inattendu. D'accord ? Donc, je vous laisse lire ces conditions. Je passe à la diapo suivante parce que je veux avoir du temps pour quand même autre chose. Donc à la lumière de ces critères qu'on pourrait détailler, hein, à la lumière de ces critères, la question qu'on se pose, c'est toujours la même, c'est-à-dire que quand une recherche est orientée par des problèmes exogènes, est-ce que cela favorise ou pas la survenance de l'inattendu? Eh bien, en fait, on peut montrer que, contrairement à une intuition qu'on peut avoir, c'est plutôt du côté de la recherche qui s'intéresse à des problèmes exogènes que ça va être plus favorable, excusez-moi, je vais y arriver, plus favorable à la survenue de l'inattendu. Alors, je vais juste... Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons qu'on peut tout à fait expliciter et qu'on peut aussi illustrer par de très nombreux cas empruntés à l'histoire des sciences. En fait, c'est l'idée... Bon, peut-être je passe directement à l'exemple. C'est l'idée que quand vous avez la pression de problèmes exogènes, par exemple, vous devez trouver une solution pour une cure, un traitement pour le cancer, par exemple, ou prenons l'exemple de Pasteur, vous avez des problèmes très concrets de fermentation, etc. Donc là, vous êtes dans des situations de recherche où, en général, vous ne disposez pas d'un arrière-fond théorique extrêmement établi, stabilisé, unifié. Vous avez au contraire tout un tas de modèles qui sont développés de façon très libre et de façon très ad hoc. Et cela, ce qui est le cas par exemple dans l'histoire, c'est très intéressant l'histoire de l'oncologie de ce point de vue-là. Et le fait que vous ayez ces différentes caractéristiques de votre champ de recherche fait que la survenue de l'inattendu est beaucoup plus probable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une maîtrise de tous les chemins causaux qui sont à l'œuvre dans votre expérience. Et parce que vous n'avez pas une maîtrise de tout ça, eh bien, il y a beaucoup plus de chances qu'il se passe quelque chose que vous n'attendiez pas. À l'inverse, si vous prenez par exemple ce qui se passe aujourd'hui en physique des particules, hein, on n'est pas prêt d'avoir de l'inattendu en physique des particules. Pourquoi? Parce que là, on a un arrière-fond théorique extrêmement stabilisé qui conditionne complètement, enfin qui façonne complètement la façon dont on va produire de l'expérimentation de la détection. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire un détecteur à des centaines de millions si on ne sait pas exactement ce qu'on peut espérer observer. Donc on fait toutes les simulations à partir du savoir théorique. Donc enfin, si vous développez ce genre de considération, vous pouvez montrer que une science qui s'adresse à des problèmes exogènes, elle peut être, au contraire de l'intuition qu'on peut avoir, plus favorable à la survenance de l'inattendu qu'une science qui s'intéresse à des problèmes endogènes et qui donc va construire des expériences en fonction uniquement de problèmes qu'elle, quelque part, sait résoudre et sait formuler. Bon, je crois que je ne peux pas être très convaincante, j'ai été trop rapide, mais je pourrais en dire plus. Alors, exemple d'ailleurs... Et donc l'histoire des sciences est remplie, en réalité, l'histoire des sciences est remplie d'exemples de sciences inspirées par l'usage, mais qui, chemin faisant, au cours de l'enquête scientifique, ont abouti à des découvertes inattendues qui elles-mêmes ont ouvert des champs de recherche fondamentaux extrêmement intéressants. Donc là, j'ai pris l'exemple que prenait l'administrateur du Collège de France. Donc c'est attendez, excusez-moi, je me suis emmêlée dans mes... Donc là, c'est je mets la bonne diapo. Donc c'est la découverte du phénomène d'interférence à RN. Ne m'en demandez pas plus, je suis un peu loin de mes bases, là, je suis plutôt du côté de la physique. En tout cas, l'histoire de cette découverte est extrêmement intéressante parce que c'est parti quand même d'une histoire donc dans l'industrie, je ne sais pas comment on appelle, le secteur d'activité qui se préoccupe de faire des fleurs plus belles, etc. Enfin, donc, c'est parti vraiment d'une volonté d'avoir des couleurs de pétunia plus, j'imagine,
plus foncé, ou je sais pas quoi, enfin, en tout cas des plus belles couleurs de pétunia. Donc c'est vraiment parti d'une science inspirée par l'usage. C'était un problème très, très concret à résoudre. Et chemin faisant, donc c'était une motivation pratique. Ah voilà, c'est marqué, améliorer la couleur des pétunias. Et chemin faisant, donc l'histoire est racontée, hein, chemin faisant, on arrive à des découvertes extrêmement inattendues sur un phénomène dit de co-suppression des gènes qui aboutissait à la surprise d'avoir des pétunias qui blanchissent, etc. Et donc ça, c'était dans une compagnie, j'arrive pas... Ok, bon, bref. Ok, donc pour finir, vous voyez que c'est un exemple parmi tant d'autres où l'inattendu se produit dans le cadre d'une recherche inspirée par l'usage. Alors vous me direz, qu'est-ce qui arrive? C'est pas parce que l'inattendu se produit que tout va bien. Parce que la production d'inattendu, au cours d'une enquête scientifique inspirée par l'usage, c'est que la moitié de l'histoire. Hein. C'est que la moitié de l'histoire. Encore faut-il qu'il y ait les conditions matérielles et institutionnelles qui favorisent la possibilité de faire fructifier cet inattendu. Mais là, on change de registre. C'est-à-dire que ça, c'est la question de la flexibilité de l'enquête scientifique, des conditions propices à l'exploration de nouvelles voies. Mais ça, et donc on peut dire stop au micromanagement, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire dans 6 mois, qu'est-ce que vous allez faire dans 12 mois, vous n'avez peut-être pas encore écrit de demande de financement. Mais c'est ça les demandes de financement aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire dans 6 mois, qu'est-ce que vous allez trouver dans 12 mois, qu'est-ce que vous allez trouver dans 18 mois. Mais ça, ce micromanagement de la recherche, on peut le rejeter, et il faut le rejeter pour des raisons justement parce qu'il ne favorise pas la deuxième partie de l'histoire qui est de faire fructifier cet inattendu. Mais cette résistance au micromanagement ou à la programmation de la recherche en ce sens-là, c'est-à-dire où vous serez dans 12 mois, où vous serez dans 18 mois et où vous serez dans 24 mois, cette question-là, cette programmation-là de la recherche, elle se déploie tout autant pour une science qui se problème de problèmes endogènes, c'est-à-dire que vous la trouvez tout autant en cosmologie que dans les sciences inspirées par l'usage. Donc il faut bien séparer les deux problèmes. Hein. Okay, et très souvent dans le débat public, dans les revendications d'autonomie de la recherche, on mélange les deux. C'est-à-dire qu'on fait coïncider la question de fixer des problèmes exogènes à la recherche à la question de sa programmation dans le déroulement de l'enquête scientifique. Or, ce sont deux types de questions différentes. Alors, elles peuvent coïncider à certains moments, mais ce n'est pas nécessaire qu'elles coïncident. On peut tout à fait défendre une science inspirée par l'usage et pour autant s'opposer à une programmation, c'est-à-dire on dit ok, on vous donne 200 millions et vous revenez nous voir dans 5 ans. Et vous n'avez pas à nous dire tous les 6 mois où vous en êtes, où vous devriez en être, où vous aurez pu aller, rien. Non, vous revenez dans 5 ans et vous faites fructifier tout l'inattendu qui peut se produire chemin faisant. Ok ? Et ça, c'est pas exactement ça. Et ça, donc en fait, c'est une façon de montrer que souvent cette opposition entre recherche fondamentale et recherche, non pas recherche appliquée, parce que ça c'est encore autre chose, mais recherche fondamentale guidée par sa curiosité et puis une recherche qui répondrait à des problèmes exogènes, cette opposition est largement caduque. Et Pasteur en est la figure exemplaire. Hein. Et donc très souvent maintenant on parle en politique scientifique de Use-Inspired Basic Research. C'est donc simplement cette idée, hein, dans le cadran de Pasteur, quand vous êtes donc, qu'est-ce que faisait Pasteur? Donc, je simplifie outrageusement. Hein. Pasteur, il tenait les deux à la fois, et c'est pas surprenant. Toute sa carrière, il a été extrêmement soucieux de l'utilité directe et pratique de ses travaux. Hein, je ne vous apprends rien, là, ça s'intéresse à la vaccination, à la fermentation. Donc Pasteur était en permanence en interaction avec tout un tas d'autres acteurs de la société. Il était aussi très soucieux que ses recherches soient reprises par les pouvoirs publics, on dirait les policymakers aujourd'hui. Hein, le nombre de lettres qu'il a écrites, les régimes politiques changeaient au XIXe siècle, mais directement à l'empereur. Ouais, vous voyez. Bref, et donc c'était tout à fait intéressant. Pour autant, Pasteur est tout autant associé à des découvertes tout à fait fondamentales en microbiologie. D'accord ? Et donc, il n'y a pas à choisir entre les deux, et certainement pas au nom d'une fécondité moindre d'une science inspirée par l'usage. Je ne sais plus où j'en suis. D'autant que... Ah oui, non, excusez-moi.
D'autant qu'il n'est pas absolument gagné, et pas mal de modèles qui valent ce qu'ils valent, je suis d'accord, ne nous emballons pas sur la validité de ces modèles, montrent que quand on laisse des communautés scientifiques définir eux-mêmes leur sujet de recherche, par des considérations internes aux dynamiques des sciences, ça peut faire une science très conservatrice. Alors pas au plan idéologique, mais une science très conservatrice au sens où on va toujours un peu chercher la même chose dans le sillon de ses mentors, machin truc. On n'est pas aiguillonné de l'extérieur, on n'est pas aiguillonné de l'extérieur par les problèmes exogènes qui nous arrivent et qui nous font bouger dans les sillons qu'on creuse. Donc tout ça est à discuter, mais la question se pose d'une justification, d'une limitation de l'autonomie des chercheurs au motif que c'est une façon aussi d'encourager la prise de risque, et pas forcément la prise de risque, quelque chose qui spontanément émerge des communautés scientifiques quand elles sont laissées à their own devices. Donc là, il y a pas mal de travaux aujourd'hui en épistémologie formelle, en économie de la science, etc., qui s'interrogent sur cette question-là. Ça me paraît intéressant. Et je finirai par aussi une question que je voulais partager avec vous, qui me perturbe un peu, donc en tout cas que je me pose. Je l'avais évoqué au tout début. Alors, quand on y pense, il y a quand même une tension à première vue entre... on nous demande d'être responsable, de répondre plus directement aux besoins de la société. Donc je ne parle pas du tout de savoir comment on connaît les besoins de la société. Ça, ce serait une autre conférence. Mais ok, donc il y a cette tension entre responsabilité, mais en même temps, je sais, la science est imprévisible. Donc comment attendre de la science qu'elle soit davantage responsable si on ne peut pas prévoir ses apports, Et donc là, on est dans le premier type d'imprévisibilité, c'est-à-dire le type laser. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va ressortir si on remplit un réservoir de connaissances. Donc comment on peut répondre aux attentes, ok ? Donc là, les applications pratiques imprévisibles. Et donc là, la question que je voulais... attendez, je me souviens plus ce que j'ai mis comme autre diapo. Ok, voilà, pardon, excusez-moi. Donc la question, la considération que je voulais partager avec vous est la suivante. En fait, on continue culturellement, on continue de beaucoup valoriser cette première forme d'imprévisibilité. C'est-à-dire que la science, on produit des connaissances et on ne sait pas quelle va être l'innovation qui va en sortir. Qui aurait pu prédire le laser ? C'est toujours cet argument-là. Et donc il faut continuer à faire de la recherche fondamentale, guidée par la curiosité, sans viser, sans problème exogène, parce que voilà, on valorise, on valorise toujours beaucoup cette forme d'imprévisibilité, culturellement et en particulier quand on défend la recherche fondamentale. Mais interrogeons-nous aujourd'hui en 2023, interrogeons-nous sur est-ce bien légitime de continuer à valoriser ce type d'imprévisibilité ? Et je crois que je finirai là-dessus, parce que en fait j'ai un séminaire doctoral à l'ENS, à Paris, sur la question de l'engagement en sciences, avec des doctorants et des post-docs que j'ai dans différents projets. Et puis l'autre jour, un des doctorants m'a fait lire un manifeste d'un groupe de scientifiques très engagés dans les années 60 et 70, Science for the People. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cet épisode historique. Je ne connais pas. Et il y avait un moment dans un manifeste vraiment intéressant qui s'appelle Toward the Science for the People en 72. Et en fait, j'avais jamais vu cette interrogation sur la recherche fondamentale, qui dit mais au fond, dans l'histoire des sciences, à qui a profité la recherche fondamentale ? C'est-à-dire à qui a profité le fait de remplir un réservoir de connaissances et après d'avoir des innovations de type laser ? Et en fait, alors, ce manifeste-là est en plein dans la tradition marxiste. Bon, donc, il y a un contexte politique extrêmement particulier, mais l'interrogation me semble intéressante. C'est-à-dire que si on est soucieux, et c'est le présupposé un petit peu de cet exposé, si on est soucieux de réduire l'écart entre ce que produit la science et les attentes et les besoins de différentes composantes de la société, et pas seulement les besoins, par exemple, d'un certain secteur privé, eh bien, la défense de la recherche fondamentale, est-ce que c'est bien la bonne carte à jouer ? Parce que si on regarde dans l'histoire, effectivement, à qui a profité la recherche fondamentale in fine ? C'est certainement pas à des composantes de la société qui n'étaient pas armées pour la faire fructifier en termes d'innovation économique. Donc, ou autre. Donc voilà, donc c'est une question que je commence à me poser, j'aimerais bien en discuter avec vous, et donc tout ça pour dire que cet accent mis, cette valorisation de l'imprévisibilité type laser, pour défendre la recherche fondamentale, elle est tout à fait justifiée si on met avant tout en avant
cette attente qui reste centrale à l'égard de la recherche, et ça, on peut la contester ou pas, ça dépend de votre orientation politique au regard du capitalisme, des économies de marché, blablabla. Donc ça, chacun son positionnement politique. Néanmoins, on peut faire un lien entre cette défense de la recherche fondamentale et cet impératif de compétitivité économique. On attend le prochain laser, on attend la prochaine innovation de rupture, pour reprendre ce vocabulaire-là, qui ouvrira de nouveaux marchés. Néanmoins, dans une... néanmoins, il n'y a aucune raison de penser que c'est comme ça qu'on va réduire l'écart qui était mis en avant par Nature. Et je finirai, je crois, vraiment là-dessus. De plus, dans une société démocratique, on peut légitimement attendre que la science soit au service de l'ensemble des composantes de la société ou de l'ensemble des groupes de la société. Et Dieu sait s'il y a un certain nombre d'éléments de la société qui aujourd'hui ne bénéficient pas de l'expertise et de la production scientifique. Et donc, on peut tout à fait, et ça revient vraiment à la question de l'engagement, c'est-à-dire en tant que chercheur, on peut tout à fait se poser la question dans quelle mesure je peux m'engager dans mes recherches directement, par exemple, dans des projets de community-based research, c'est-à-dire de travailler en association avec des groupes d'intérêt divers et variés qui ont un problème à résoudre. Alors ça peut être, je prends un exemple qui n'est pas forcément très riche, mais un problème de toxicité de je ne sais quel environnement. Et donc, pour résoudre ce problème, on a besoin d'expertise scientifique. Et donc, en tant que chercheur, on va apporter cette expertise scientifique à ce groupe constitué dont le problème n'est pas spontanément sur le radar de la science. C'est-à-dire que si vous regardez, il y a nombre de problèmes qui ont besoin d'une expertise scientifique, mais qui ne sont pas sur le radar pour plein de raisons dont on pourra parler, qui ne sont pas sur le radar de la science. Alors, les grands problèmes industriels sont sur le radar de la science. Donc là, c'est aussi une forme d'engagement où on peut espérer avoir un meilleur équilibre autrement une meilleure réponse à l'ensemble des intérêts des composantes de la société, et non pas seulement répondre aux intérêts de tel ou tel groupe dominant dans la société. Mais je laisse cette question ouverte pour la discussion. J'avais aussi ce petit graphe, mais ça, voilà, on arrête là. Merci. Voilà. Ah oui, j'ai trop parlé, pardon. Je ne sais pas si on vous entend. Ah, je crois que c'est bon maintenant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'exposer en détail toutes ces considérations. Et c'est vrai que du coup, j'avais pas forcément introduit la première partie, qui est évidemment au cœur aussi de ce qui nous intéresse, les enjeux plus politiques et 14, d'ailleurs, j'appelle trop souvent éthique, mais vous avez bien fait de faire la distinction du coup en termes de gouvernance de la science. Dans un premier temps, du coup, peut-être qu'on peut collecter s'il y a des questions sur le moment là. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont arrivées, j'ai l'impression, par écrit aussi. Mais voilà, si certaines veulent prendre la parole maintenant. Ouais. Alors, je pense que c'est mieux si je t'apporte le micro vu la taille de l'amphi. Ou alors, ce qui est plus simple en termes de coordination, peut-être tu l'as dit, dans tous les cas, je la répète pour que les autres salles entendent bien. Comme ça, je reste pas trop loin là où il y a les branchements. Qui c'est qui parle? Je vois pas. Ah, pardon. Je vais peut-être passer le micro quand même. Vous avez dit avec l'exemple de Pasteur que c'est en cherchant à résoudre un problème concret, on va dire, sociétal, qu'il avait fait des avancées. Enfin, c'était pour illustrer qu'il pouvait y avoir de l'inattendu quand on cherchait à résoudre des problèmes de société. Mais en fait, j'avais l'impression que c'était un peu l'argument que vous donniez, c'était comme il n'y avait pas de recherche dans ce sujet-là. Ça avait plus de place à l'inattendu parce qu'on n'avait pas de connaissances et du coup on pouvait aller un peu dans toutes les directions. Mais en fait, j'ai l'impression que cet argument on peut aussi l'appliquer à la recherche fondamentale parce que si un sujet n'est pas lié à un problème de société mais que c'est un sujet qui n'a pas été exploré, même s'il est complètement fondamental, comme il n'y aura pas de travaux avant, on aura aussi plein d'inattendus possibles. Alors, c'est vrai que les questions de recherche, par définition, si c'est une question de recherche, c'est qu'elle n'est pas explorée, ça c'est vrai. Mais là, le contraste, il est vraiment entre un problème endogène et un problème exogène. Et le grand avantage d'un problème endogène, c'est qu'on le formule en ayant en fait les billes pour le résoudre, parce qu'il est formulé avec les éléments dont on dispose dans une discipline. Et
Et c'est vraiment l'argument de Thomas Kuhn qui défend justement l'imperméabilité de la science à des problèmes exogènes, parce qu'en termes d'efficacité de la science pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire que quand c'est un problème, alors le sujet n'est pas exploré bien sûr, puisqu'autrement on ne ferait pas la recherche, mais quand c'est un problème qui émerge de l'intérieur de la dynamique d'un champ, on est mieux armé, puisqu'on l'a soi-même formulé, pour le résoudre. Alors qu'un problème exogène, il y a toute la question de la transformation d'un problème exogène en un problème sur lequel on peut dire quelque chose. Et le fait qu'on doit faire cette transformation fait qu'on n'a très souvent pas toutes les billes pour y répondre, et donc on est dans des situations, mais je ne l'ai pas assez bien expliqué, mais je pourrais renvoyer à l'article que j'ai écrit avec mon doctorant là-dessus. Donc on est dans des situations où on tâtonne davantage, et donc on tâtonne, mais pas au sens où on ne sait pas, c'est inexploré, on tâtonne pour, en chemin faisant, développer les connaissances fondamentales dont on a besoin au fur et à mesure. Alors c'est pas que la science fondamentale ne le fait pas, mais en tout cas cet argument-là, en fait, il résiste pas à l'examen épistémologique, c'est-à-dire qu'on a cette fécondité tout autant dans une recherche inspirée par l'usage. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais je peux vous renvoyer à cet article qui détaille ça. Je l'ai mal présenté, je me rends compte, mais ce n'était pas non plus pour vous assommer par des détails épistémologiques. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si, c'est bien, merci. Merci. Vous avez donné l'exemple de la physique des particules pour dire que le cadre théorique, ça pouvait orienter les recherches qu'on ferait. Est-ce que pour vous, le cadre théorique oriente plus la science que les attentes extérieures, du coup? Alors, c'est vrai que j'ai la physique des particules, parce que c'est un exemple où vraiment vous trouvez d'une façon très marquée, et c'est pas du tout une critique de la physique des particules, hein, elle a un degré de maturité qui fait qu'elle dispose d'un cadre théorique, hein, le modèle standard des particules, etc., qui a fait ses preuves depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et donc les questions qui se posent en physique des particules ne sont pas des questions exogènes, hein, parce que quand on cherche le boson de Higgs, c'est vraiment l'exemple même d'un problème endogène à une dynamique d'un champ. Et donc, vous disposez d'un cadre théorique très stabilisé, et qui est aussi relativement ajustable. C'est-à-dire que quand vous faites une découverte expérimentale qui vient contrarier un petit peu votre cadre théorique, il est rationnel d'ajuster le cadre théorique pour accommoder la découverte. Ça, c'est quelque chose qui se passe tout le temps en science, et c'est rationnel de le faire, parce que vous ne changez pas de cadre théorique. On l'a vu dans l'histoire des sciences, on a gardé la mécanique newtonienne, et on a eu raison de le faire, pour de bonnes raisons. On a gardé la mécanique newtonienne, bien que ça coinçait avec le périhélie de Mercure, mais on avait de bonnes raisons de garder la mécanique newtonienne, parce que ça marchait pour plein de choses. Donc là, la physique des particules, on a raison aussi de le faire, et donc il y a peu de chances, et encore une fois, c'est rationnel, il y a peu de chances que quelque chose d'inattendu se produise, parce que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la façon dont on construit les expériences, et on ne tâtonne pas du tout pour construire un accélérateur. On ne va pas tâtonner quand c'est 500 millions. Donc on sait ce qu'on cherche, on sait quel type de propriété on veut détecter. Et donc quand on sait quel type de propriété on veut détecter, on a moins de chances d'avoir une propriété du monde physique qui n'était pas du tout sur le radar. Alors que quand vous êtes dans une recherche où il n'y a pas ce cadre théorique stabilisé, vous avez de l'inattendu qui surgit plus facilement. Mais du coup, j'ai oublié votre question. Oui. J'ai répondu ou pas, non? Oui, plutôt. Mais juste du coup, sur qu'est-ce qui oriente vraiment la recherche? Est-ce que ça va plus être les contraintes qui vont venir de l'extérieur du champ scientifique, avec des attentes par rapport aux attentes de la société, ou est-ce que ça va être essayer de coller au cadre théorique et voir le problème à travers le cadre qui a déjà été développé? Alors là, votre question, elle peut être formulée en une question descriptive et une question normative, c'est-à-dire qu'est-ce qui oriente la recherche aujourd'hui? Donc là, on est dans cette espèce de régime mixte où on a une orientation thématique de la recherche. Donc, ce que vous soulignez, c'est justement cette coexistence, hein, si je reviens, cette coexistence des deux régimes, ce régime-là.
Donc, je ne sais pas si votre question, elle est descriptive. Je ne sais pas si je vais retrouver mes deux régimes. Voilà. Je ne sais pas si votre question, elle est descriptive, c'est-à-dire lequel des deux l'emporte aujourd'hui quand on regarde comment sont prises les décisions d'orientation de la recherche, ou si elle est normative, c'est-à-dire est-ce que ça doit être plutôt l'un que l'autre. Ou alors, votre question, c'était peut-être aussi de dire, effectivement, il y a des disciplines, comme la cosmologie ou la physique des particules, des disciplines qui sont peu sollicitées en termes de problèmes exogènes. Enfin, donc, quoique, attention, la cosmologie, par exemple, elle s'occupe de quoi? Si je simplifie, elle s'occupe d'où on vient, d'accord, l'origine de l'univers. Ça, c'est un problème exogène, parce que depuis que le monde est monde, on se pose cette question d'où on vient. Donc la cosmologie, elle n'a pas tellement de problèmes de financement ni rien, vous l'avez remarqué. Pourquoi? Parce qu'on a tous envie de savoir d'où on vient, ce qui s'est passé au début de l'univers. Et donc, aucun problème. Donc, c'est en fait le grand problème de la cosmologie, l'origine de l'univers, c'est en fait un problème exogène. Alors que les questions centrales de la physique des particules, ce sont des problèmes endogènes. C'est-à-dire que la question de l'existence du boson de Higgs, ça ne fait pas écho à des questions qu'on se pose dans d'autres parties de la société. Et donc, pour répondre à votre question, ça va dépendre de la nature des objets des disciplines. Quand vous avez des disciplines comme la physique des particules qui sont sur des problèmes endogènes, étant donné leur nature, essentiellement endogène, à ce moment-là, vous avez effectivement une dynamique qui va être interne à la physique des particules. Et puis quand vous êtes dans des champs disciplinaires dont les objets sont en lien avec des problèmes exogènes, les sciences sociales, la biologie, les sciences biomédicales, enfin, à peu près tout le reste, la chimie aujourd'hui, c'est un champ extrêmement intéressant, la chimie, où la chimie est très attendue, comme vous l'imaginez, pour tout ce qui concerne les questions de réchauffement climatique. Beaucoup de choses vont se passer. Alors bizarrement, c'est très peu dans l'espace public, mais beaucoup de choses se passent en chimie, où on espère qu'elle se passe en chimie, dans la question de capture du CO2, etc. Donc là, la chimie, typiquement, c'est une discipline qui est en train d'être de plus en plus orientée par des problèmes exogènes. Parce qu'on vient leur dire, attendez, là, vous pouvez rien faire, enfin, je simplifie très justement, excusez-moi, vous pouvez rien faire pour le CO2, vous avez peut-être quelque chose à dire. Voilà. Et donc ça dépend à quel moment de l'histoire on est, alors que la chimie a toujours été fortement influencée par des problèmes exogènes. Si vous prenez par exemple l'histoire des géosciences, les géosciences, ce sont des disciplines qui se sont développées avant tout pour des raisons exogènes, d'enjeux, c'était la guerre froide, d'enjeux d'indépendance stratégique, de détection de ce qui se passe au fond des océans, etc., etc. Donc l'histoire de la géoscience est tout à fait intéressante. Ce qui n'empêche pas de poser, c'est le cadran de Pasteur, ce qui n'empêche pas en chimie ou en géosciences de se poser des questions tout à fait fondamentales. Néanmoins, la dynamique dans ces champs, le développement, le support institutionnel et l'orientation de leurs grandes priorités a été et certainement de plus en plus orientée par des problèmes exogènes. Oui. On peut prendre aussi... oula, c'est très fort, non? On peut prendre aussi un petit peu des questions qui sont arrivées sur le logiciel pour faire aussi parler les autres salles. Du coup, alors j'en prends une. Évidemment, je ne vais pas vous demander de vous répondre en tant que tel, on va la traduire un petit peu. La question en tant que telle, c'est ne faudrait-il pas un philosophe comme directeur pour l'ENS de Lyon? Donc on peut se ne faudrait-il pas un philosophe comme directeur pour l'ENS de Lyon? Donc on va la traduire un petit peu et se poser la question. C'est vrai que tout à l'heure vous parliez de ce qui serait encore un autre sujet, de se demander quid des valeurs lorsqu'on choisit un sujet de recherche, ouais. Et du coup qui pose des questions de gouvernance politique de la recherche. Ouais. Et donc est-ce que vous pourriez un peu nous éclairer sur les débats en épistémologie là-dessus? Est-ce qu'il y a des thèses qui sont plus discutées sur... Est-ce que c'est une thèse prise au sérieux de se dire qu'il devrait y avoir des spécialistes de philosophie éthique qui orienteraient des grandes décisions? Est-ce que, en termes même de démocratie, est-ce que c'est le travail des représentants élus ou alors de la population dans son ensemble? Un petit peu ces choses-là, si jamais ça intéresse. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur la deuxième partie. Parce que j'avais un projet ANR là-dessus, etc. Et j'ai par exemple de doctorants qui ont travaillé là-dessus. Et pour la première, la question du choix des sujets de recherche, au niveau individuel, en fait, encore une fois, ça dépend comment vous vous positionnez sur ces questions de qu'est-ce qui fait la valeur de la recherche aujourd'hui. Si vous vous positionnez dans la tradition désintéressée, et ce qui est parfaitement votre droit, à ce moment-là, vous êtes dans un régime, je m'intéresse plutôt à des problèmes endogènes, que je vais hériter de mes mentors, quand même, en gros. C'est pas... D'accord ? Et puis, si vous êtes au contraire sensible, et ça, c'est une question d'engagement personnel, si vous êtes au contraire sensible à cette nécessité de réduire l'écart entre ce qui sort des sciences et les besoins de toutes les composantes de la société, et pas seulement de certaines composantes,
eh bien, vous allez plutôt vous orienter vers des sujets de recherche en lien avec des problèmes exogènes. Alors, et dans certaines disciplines, on peut faire très facilement les deux. Dans d'autres disciplines, c'est plus difficile de faire les deux. C'est sûr que quand on fait l'histoire de la philosophie antique, quoique, c'est pas vrai, parce qu'il y a... mais ça, c'est une question... et c'est peut-être une question moins difficile pour vous en début de carrière que pour des chercheurs. Il y a de plus en plus de chercheurs aujourd'hui qui se posent la question, mais pendant 30 ans, j'ai creusé ce sillon-là, à quoi ça sert, hein? Et là, il peut y avoir... donc vous, c'est devant vous. Mais un certain nombre de chercheurs aujourd'hui, de plus en plus, il y a plein de groupes de parole qui se créent, là, par exemple à l'Institut Simon, enfin bref, tout un tas enfin pas de groupes de parole, ça fait un peu... de groupes de réflexion sur une réorientation des recherches au niveau individuel. Mais évidemment, cette réorientation des recherches au niveau individuel, elle a un coût. Quand vous êtes à 20 ou 30 ans de carrière et que vous êtes spécialiste de X, si vous voulez tout d'un coup vous orienter vers des sujets plus exogènes, ça a un coût évidemment dans votre carrière. Mais ça, c'est une autre considération. Et pour revenir enfin, en tout cas pour aborder la dernière question, c'est la question de qui doit orienter aujourd'hui les grandes priorités de la recherche. Et ça, j'ai beaucoup à dire là-dessus, sur est-ce que c'est... non, j'ai pas de diapo. Est-ce que, quand vous regardez les systèmes de gouvernance de la recherche, on est très largement encore dans une espèce d'entre-deux, entre ce qu'on appelle l'élitisme savant, c'est-à-dire nous, chercheurs, on est dans toutes ces commissions. Hein. Si vous regardez, par exemple en France, il y a un conseil stratégique de la recherche en France qui est placé auprès du Premier ministre. J'ai l'impression qu'il ne marche plus trop depuis quelques années, mais en tout cas, si en tant que citoyen, vous allez voir, vous dites je paye des impôts et je vais en payer, comment est dépensé l'argent public en France pour orienter la recherche? Donc vous allez sur Internet et vous regardez, le ministère de la Recherche affiche la chose suivante: il y a un conseil stratégique de la recherche en France qui conseille le Premier ministre et le gouvernement, et l'objectif, enfin la mission de ce conseil stratégique de la recherche est exactement ça: l'orientation de la recherche vers des thématiques prioritaires et des innovations prioritaires. Alors là, vous avez envie de savoir qui est dans ce conseil. Alors qui est dans ce conseil à votre avis? Alors, sans surprise, parce qu'on est encore dans ce régime de ce qu'on peut appeler l'élitisme savant depuis Francis Bacon, sans surprise, on va retrouver tous les grands noms de la science française. Enfin, en tout cas, pas tous les grands noms, mais les grands noms de la science française, pas beaucoup de SHS d'ailleurs. On va retrouver 2 ou 3 représentants, sans surprise non plus, de grands groupes industriels, Total Energy, etc. Bon, sans surprise non plus. Et on trouve 1 ou 2 représentants élus, en général pas forcément des personnes majeures sur l'échiquier politique. Et donc, donc la question, et je n'aurai pas le temps de l'aborder, c'est est-ce que cette façon de gouverner la recherche aujourd'hui, est-ce que c'est satisfaisant dans nos démocraties? D'autant qu'il n'y a pas du tout de transparence, c'est-à-dire c'est des rapports de force dans les couloirs des ministères ou dans la Commission européenne pour savoir donne-moi 1 milliard pour ça. En fait, il n'y a pas de transparence sur la façon dont est articulé le lobbying de certains groupes dominants et puis les scientifiques. On ne sait pas qui décide quoi, etc. Donc il n'y a pas du tout de transparence. Et ce qui fait dire que sans doute les politiques publiques de la recherche sont les seules, si vous y réfléchissez, hein, je le souligne souvent, c'est le seul secteur de politique publique qui n'est pas sur le radar de la démocratie. C'est-à-dire qu'on les politiques publiques dans tous les autres domaines, fiscal, immigration, on en parle. Alors, on en parle dans les débats politiques, au moment des élections, etc. La question de l'orientation de la recherche n'est pas sur le radar du débat politique. Et pourquoi ça fait exception? Et là, on peut se dire, ça ne devrait pas faire exception. Pourquoi? Parce que non seulement c'est nous qui payons, c'est de l'argent public, mais c'est aussi que ce qui se passe dans les laboratoires nous impacte directement. Hein. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Hein. Ce qui se passe dans un laboratoire en intelligence artificielle, ça rentre dans notre vie directement. Donc comment expliquer ce régime d'exception de ces politiques publiques? Alors, il y a plein de raisons. Hein, les débats sont compliqués, on va pas voter pour savoir s'il faut faire de la recherche sur l'ingénierie quantique ou je ne sais pas quoi. Certes, mais voilà, tout débat démocratique, il y a un droit d'entrée. Hein, quand vous devez voter pour une constitution européenne, il faut vous renseigner avant. Donc, je perds le fil de ce que je veux dire. Donc, tout ça pour dire que la situation aujourd'hui est certainement insatisfaisante en matière de gouvernance de la recherche. J'ai un doctorant qui vient de finir une thèse de 600 pages sur justement quelles sont les pistes pour essayer de davantage démocratiser ce domaine des politiques publiques, mais en tenant compte des spécificités du domaine. C'est-à-dire, il y a un droit d'entrée épistémique très élevé. On ne va pas faire un sondage pour savoir quelles sont les priorités de la recherche. Donc ça, c'est vraiment des choses qui j'espère, vont bouger à l'avenir, mais qui ne sont pas suffisamment encore sur le radar du débat politique, c'est sûr, alors qu'elles devraient l'être.
40 et je crois que vous avez d'autres activités après. Ouais. Ok, bon, on va s'en... très bien, on va s'en tenir là. Merci beaucoup. C'est vrai que nous, ça nous met à cœur d'avoir ce moment vraiment épistémologique parce qu'à chaque fois qu'on parle un petit peu de recherche impliquée, ça revient et on a tous des positions implicites empreintes de plein de notions qu'on charrie culturellement et on ne sait pas trop pourquoi on pense telle ou telle chose. Enfin, on a tous une petite thèse en efficacité épistémique. Est-ce que c'est l'exploration ou est-ce que c'est complètement guidé par la curiosité désintéressée ou pas? Donc j'espère que ça vous aura permis de réfléchir un peu à ça, de revoir vos positions si vous avez des positions farouchement ancrées sans beaucoup d'examen des arguments. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre présence et puis bon après-midi.